Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre 2025, il est 8 heures sur Canal Algérie. Et comme chaque matin, nous allons vous accompagner durant 1h30 jusqu'à 9h30. Et donc ce matin, Samira Hadjamal sera parmi nous. Elle va nous parler cette fois-ci de l'olivier. Donc l'olivier qui a toute une histoire enracinée en Algérie. Il faut dire qu'il a accompagné donc les Méditerranéens durant plusieurs millénaires. Et aussi, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une très belle exposition qui a été lancée le 5 de ce mois, qui va se poursuivre jusqu'au 21 décembre. Ça se passe donc au niveau de la galerie Angart et elle est intitulée Street Photography à travers l'Algérie et ailleurs. Et aussi, nous parlerons d'un business game et nous aurons le coach et la lauréate parmi nous. C'est un business game donc 2025. Son objectif, c'est de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat dans l'univers des smart cities. Et aussi, toujours dans le monde de la technologie, toujours dans l'avènement des technologies. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un bel événement, donc une véritable tradition qui s'est ancrée. Il s'agit de Algérie 2.0. Et nous terminerons donc l'émission pour nous intéresser à un concours très intéressant cette fois-ci. C'est un concours qui a été placé sous le thème des dictions et proverbes populaires algériens, histoire encore une fois de préserver le patrimoine oral, donc immatériel algérien. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, ça va être une pause musicale comme chaque matinée et notre script et réalisateur pour cette matinée ont choisi pour nous une très très belle balade et ça va se faire au niveau du sud algérien avec notre regretté Lah Moussa Ali Atman Bali et on se retrouve juste après. سمان نسوت الصغر اسمتي دكان نسأل وسام طال يا سمان دير عليك جان جانت وريا دكان هسم ورسيتي لان جانت وريا دكان سنين هيراني قلان يطلعوا دين وهين جدي وتيان سنين هيراني قلان يطلعوا دين وهين جدي وتيان جانت وريا الدكان ما ينسى هسم ورسيتي لأنه رجالك دليت وهين جدي هيلان قدو الدام كان النزلان ولا دليت وهين جدي هيلان قدو الدام كان النزلان جانت وريا الدكان ما يسم ورسيتي لان جانت وريا الدكان ما يسم ورسيتي لان
السهاد ترمان اللوجان راسين ورين الجامدان السهاد ترمان اللوجان راسين ورين الجامدان جانب 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 ورياتك ما يسر مسر مسر ورسياتنا جانب 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 ورياتك ما يسر مسر مسر ورسياتنا تسمى بمسلان بمسلان عصف الليل ورور بغير الديران تسمى بمسلان بمسلان عصف الليل ورور بغير الديران جانب 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 ويدك ما يسر مسر مسر ورسياتنا جانب 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 ويدك ما يسر مسر مسر ورسياتنا Et de retour sur le plateau, très très belle interprétation donc de Atman Bali, Allah yarhamou Saleh, un magnifique répertoire effectivement. Et cette fois-ci, nous allons rester toujours dans le domaine de l'art, mais on va dire des scènes de vie qui sont capturées par un objectif. Donc c'est la photographie de laquelle nous allons nous intéresser à présent, accompagné de notre invité, à savoir Monsieur Abid Benazi. Adib Benazi, Ouais, pardon. ouais. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, bonjour. Alors, c'est une exposition que vous avez lancée au niveau de la galerie Angart. Oui, Ça a commencé le 5 de ce mois, ça va se poursuivre jusqu'au 31. c'est ça. Et là, j'ai envie de dire que c'est un regard croisé que vous voulez partager avec les gens qui vont venir découvrir cette exposition. Oui, oui, absolument. En fait, ça fait à peu près 15 ans que je fais de la photo de rue. Alors, c'est ma première exposition en Algérie. J'en ai fait à Londres avant, mais pas en Algérie. C'est la première fois que je fais ça ici, donc très content. Et en fait, j'ai eu l'occasion, ces 15 dernières années, de faire de la photo de rue un peu partout dans le monde. Et Alors, la photo de rue, Oui. on n'entend pas souvent parler d'un concept pareil, hein. Donc, photo de rue, qu'est-ce que vous entendez en fait, dire c'est par souvent photo sous le de terme street photographie. Mhm. Et en fait, on prend des instantanés de scènes de vie dans la rue, dans les milieux urbains essentiellement. Parce qu'il se passe beaucoup de choses quand on ouvre un peu les yeux. Et on peut capturer beaucoup de scènes comme ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est le type de photo qui m'intéresse. Et donc, je fais ça un peu partout où je vais. Et là, c'est un peu une rétrospective sur ces 15 dernières années, où j'ai fait ça un peu partout, alors à travers l'Algérie et à travers aussi le monde, donc pas mal de pays où j'ai eu la chance de voyager. Ouais. Alors, lorsque vous prenez des photos, pareil, donc ça se passe dans la rue, c'est des photos vraiment, j'ai envie de dire, donc voilà, instantanées. Oui. Elles sont aussi, voilà, je perds les mots parce que là, j'essaie finalement de me mettre à votre place, d'essayer de voir les choses de cette Mais- manière. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, lorsque vous prenez ces photos, de les partager avec les personnes donc, que vous ne connaissez pas forcément, hein? En fait, non, parce que ces personnes-là ne me connaissent pas, ils m'ont même pas vu, si vous voulez. Oui. Ne savent pas que j'existe et C'est n'ont pas vraiment vu que j'avais un spontanéité appareil. totale. Ouais, sauf de très très rares exceptions, mais en général, non, ils ne me voient pas du tout. Donc on passe et ça va très vite, hein, vous savez, c'est une demi-seconde, boum, on prend la photo Oui. et puis on bat. Alors, en fait, ça va à la fois très vite et c'est aussi très lent, ça prend pas mal de temps parce que en tout cas, moi je trouve que c'est une discipline qui demande beaucoup de patience. Oui. Parce qu'on voit une scène qui nous plaît, on voit un environnement qui nous plaît, mais on ne peut pas venir comme ça, surtout quand on est étranger, avec l'appareil photo et prendre les gens. Il y a toujours un peu une réponse un peu Une résistance. hostile, ouais, une résistance. Enfin, et puis, quand on reste un peu dans l'environnement, il y a quelque chose de fantastique qui se passe, c'est-à-dire que les gens en fait ne voient plus qu'on a un appareil photo, on n'est plus une menace pour eux inconsciemment, et donc ils ne nous voient plus.
Et là, on peut commencer à s'installer et faire de belles photos. J'ai pris des gens, si vous voulez, à cette distance-là. Et ils ne me voyaient pas. J'avais mon appareil comme ça sur eux, ils ne me voyaient plus en fait. Et c'est là où on peut s'amuser. Mais en fait, la clé, c'est l'observation, c'est regarder un peu ce qui se passe autour. Et quand on prend le temps, justement, de regarder un peu le monde autour de soi, c'est assez extraordinaire. Mais pour ça, faut réussir à enlever de sa tête pas mal de pensées, on va dire, parasites, un peu vraiment s'immerger. Et là, on voit, et c'est toujours merveilleux. Enfin, moi, je m'ennuie jamais. Là, on peut passer des journées entières, et il se passe plein de choses. Il y a des endroits que j'aime bien, alors c'est partout dans le monde, hein, ce sont les marchés. Quand on va dans les marchés, partout, il se passe beaucoup de choses, les gens sont très expressifs. Beaucoup de dynamisme, j'ai envie de Ouais, dire. et puis on voit la société locale. Là, l'an passé, quand j'étais en Ouzbékistan, j'ai fait beaucoup de marchés, par exemple, et on voit les gens vivre et être vraiment très naturels. Et il se passe beaucoup de choses, beaucoup de scènes de vie qui sont belles. Et ça, c'est partout dans le monde. Et ce que j'aime bien, c'est comparer ces scènes-là et les mettre côte à côte avec d'autres scènes ici. Et dans l'expo, ce que je disais avant l'émission, c'est que le but, c'est que les gens se perdent un petit peu. On ne sait plus si on est en Algérie, ailleurs. Alors, il y a des vignettes qui disent où on est, mais le but, c'est que les gens arrêtent de regarder ça et puis se disent, ok, mais là, oui, ça je connais, c'est en Algérie, mais en fait, non. Ou alors, non, ça, c'est pas en Algérie. Finalement, beaucoup de similitudes. Hein, il y a beaucoup de similitudes, ouais, et puis il y a aussi beaucoup d'a priori. On découvre qu'on a aussi beaucoup d'a priori, beaucoup de clichés, et on se dit des fois, voilà, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus à l'expo, ils étaient persuadés, ah non, ça c'est pas en Algérie, mais en fait si, et inversement. Et donc on se retrouve un peu face à nous-mêmes. On se dit voilà, il y a notre vision du monde, notre vision du pays, notre vision de ce qu'on est, et puis ça vient bousculer un petit peu tout ça. Ouais. Effectivement. Alors, j'étais en train de me demander, finalement, parce que vous faites un travail, vous l'avez dit d'ailleurs, qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'observation, mais surtout, aucune scène ne ressemble à une autre. Si vous êtes là durant une journée, vous n'allez jamais voir une scène qui se répète. Non, rien. Et c'est ce qui fait toute la dynamique, j'ai envie de dire, et la beauté de ce que vous faites. Ah oui, rien. Ouais. Et ma question, c'est, est-ce que finalement, vous décidez ce jour-là, je sors, je vais prendre des photos, ou c'est vraiment un travail, vous êtes là, toujours muni de votre appareil photo, et puis à chaque fois il y a quelque chose qui vous attire, on immortalise le moment. Alors ça dépend, ça peut être les deux. Mais j'ai eu pas mal d'occasions où j'ai vu des photos que j'ai encore en tête, mais je n'avais pas mon appareil photo, donc je ne pouvais pas les prendre, mais j'ai la photo encore en tête que j'aurais voulu prendre. Donc ça peut arriver, mais du fait de mon travail, de mon activité, je suis obligé de planifier ces choses-là et de dire ok, bon, aujourd'hui je vais aller faire de la photo ou c'est les jours qui viennent je vais faire de la photo toute la journée, donc je suis un peu obligé de planifier un peu ça, mais ouais. Voilà. Alors là nous allons découvrir quelques photos ensemble, vous allez peut-être nous les commenter. Ah oui, alors là c'est pas l'Algérie. Non, ça c'est à... voilà. D'ailleurs je vais vous demander, d'après vous c'est où? Je sais pas, mais ça me fait penser à Cuba. C'est à la Havane, à Cuba. Eh ben voilà. Absolument. Eh ben voilà. Alors. Bien joué. Il y a combien de photos? J'en ai mis quelques-unes là. J'en ai mis quelques-unes. Allez, un point pour moi. Ouais. mais c'est très sympa. Hein, j'ai envie de dire que le monsieur fait vraiment la pose pour vous. Ouais. C'est hautement coloré. Là aussi, ça c'est un père et son fils. Ah ouais, celle-là, elle est vraiment percutante. Hein. Ouais, et là aussi, je vais vous poser la même question. C'est d'après vous, alors quand j'ai demandé ça à des gens à l'expo, sans qu'ils regardent la vignette bien évidemment, là aussi j'ai eu beaucoup de réponses, mais pas tellement la réponse la bonne. En fait c'est à La Havane également, à Cuba, voilà. Et dans l'exposition, j'ai mis cette photo en parallèle avec une autre que je n'ai pas mise ici, mais qui est en Algérie et qui est à Timioun. Bon, là, c'est un peu plus évident sur celle-là. Oui. Bon. Là, le tunnel des facultés, on ne va pas le rater. Ça, c'est un peu plus évident. Voilà, il y en a certaines comme ça qui sont un peu plus évidentes. Après, c'est une photo, j'ai envie de dire, très expressive. Hein. Donc là, vraiment, j'ai envie de dire, elle reflète la fraternité que nous vivons. Hein, oui, mais c'est le genre de photo que j'aime bien. J'adore les photos où les gens se regardent. Ah oui, voilà. Ça, c'est une autre aussi. Alors, ça, on est en Algérie aussi. Alors là, on est en Algérie, mais ouf. Et alors là, c'est souvent, Alors ça, c'est un qsar. Ce qui est sûr. Oui. C'est un qsar. Ouais. On est quelque part au sud, mais je ne saurais pas vous dire aussi. Oui, c'est à Benizgen en fait. Ah voilà. Ouais.
Ah, on est à Gherdaya, Ouais, carrément. Radaya, ouais. D'accord. Ouais, où j'adore prendre des photos là-bas. Oui, et moi, ce que j'adore, c'est justement les gens qui se regardent. En fait, il se passe beaucoup de choses dans les regards. C'est fascinant. Bon, là, c'est un peu plus évident aussi. On est toujours Ouais. à Benizgan avec le fameux un œil là sur mais ouais, là, c'est en plein Benizgan. Oui. Ouais, absolument. Alors finalement, vous jouez aussi beaucoup sur les couleurs de la Oui, photographie, bien sûr. entre noir Ouais. et blanc, avec les couleurs, entre... Oui, Là aussi, il y a un message particulier que vous voudriez faire passer alors, ah bah tiens, voilà, là encore des regards Ah sur oui. celle-là. Bon, ça c'est à Mumbai en Inde. C'est un couple D'accord. avec leur fils qui, au milieu de, il y a beaucoup de monde. Hein. Et ce que j'aimais bien dans cette photo, c'est que ils se parlaient de manière assez intime au milieu de tout ce D'accord. chaos, chaos dans le sens où il y avait vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ouais. Et ouais. Oui, bah, la couleur, je joue avec les deux. Je pense que je prends plus de photos en couleur qu'en noir et blanc. J'aime bien le noir et blanc sur certains portraits et souvent sur des personnes un peu âgées. Bah voilà, Ben typiquement. Voilà. Et là, ça On aussi. revient à Cuba ici? Et pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah Pas là, du je ne tout. le connais pas. Ouais, là, on est à Londres. À Londres, Ouais, carrément. à Ah, ok, Londres. là, j'aurais jamais deviné. Et ce monsieur qui doit avoir, je sais pas, facilement 70 ans, qui est en pleine forme, qui est bien britannique, bien anglais, et qui était passionné par par son art, qui était vraiment en plein dedans, mais qui était d'une forme. Voilà, mais il doit facilement avoir 70 ans, ce monsieur. Voilà. Et donc sur les personnes âgées comme ça, j'aime bien. Des fois, le noir et blanc sort mieux parce qu'on voit mieux leurs traits, on voit mieux le vécu. Alors voilà, celle-là, d'ailleurs, celle-là a été publiée dans un magazine, celle qui était juste avant, qui était à Cuba. Et ça aussi, j'ai beaucoup de gens qui se trompent. Mais en fait, c'était à Samarkand, en Ouzbékistan. Qui est très bien conservé d'ailleurs et restauré. Ah oui, alors là pour le coup, j'adore aussi les portes. Oui. J'adore les visages et les regards, mais les portes en fait disent beaucoup sur Effectivement. nous-mêmes, sur qui on est. Ah oui, alors ça c'est à Benizgan également. D'accord. J'allais dire la Casbah, je ne sais pas pourquoi. Et mais, non, non. Benizgan. Oui, il y a la tenue traditionnelle Voilà, aussi. voilà. Oui. Voilà. Et donc, oui, le noir et blanc, on met en perspective le vécu de personnes avec beaucoup de plis sur la peau. Voilà, celui-là, c'est pareil. Alors ça, c'était à Cuba, mais pas à La Cuba, Havane. oui. Ouais, mais ça, c'est à Cienfuegos. Il y a beaucoup de. Enfin, moi, je suis assez attiré par les personnes d'un certain âge, en tout cas pour la photo, parce qu'il y a sur le visage et dans le regard, il y a beaucoup on voit le vécu et surtout dans le regard, il y a une profondeur qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, qui je trouve est très belle, très intéressante, très belle et qui en disent beaucoup en fait. Oui. Et dans des pays qu'on connaît pas forcément, la Cuba, on voit beaucoup de choses en fait. Ce genre de personnes, elles racontent une histoire. Qui est passionnante. Pour peu qu'on discute un peu avec eux après. Ah oui, là c'est en Ouzbékistan également. Là, ce sont des tombeaux. Les tombeaux, d'accord. Ouais, tombeaux impériaux de l'époque de Tamerlan. Mais donc des photos comme ça, j'en prends de temps en temps, mais je suis plus sur les visages et les portes. Elles racontent beaucoup de nous sur leur design, sur leur entretien. Sur le fait qu'elles soient ouvertes ou fermées. Voilà, bon là c'est un peu plus évident. Celle-là aussi a été publiée dans un magazine. Voilà. Et ça, celle-là, ça c'est ici. C'est à la Casbah. Ah d'accord. Ouais. Et celle-là c'était en 2000, je crois en 2010. J'ai pris celle-là. Et ce monsieur me fait face, mais il me voyait pas. Hein. Ah, Là, on carrément. peut croire qu'il pose en fait, ce monsieur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas du tout. Il fait bien Pas la du pose, tout. mais J'étais finalement, à une dizaine de mètres de lui. Il était là dans sa petite cabane à la Casbah. Il vendait des légumes. Il était assis, il attendait, mais il ne me voyait pas du tout. Parce que ça faisait un moment que j'étais là. Il m'avait inconsciemment, il m'avait catégorisé comme pas menaçant. Donc du coup, pour lui, j'étais là sans être là, et donc il me voyait plus. Et donc je me suis mis vraiment en face de lui. J'ai pris cette photo, mais il ne me voyait pas du tout. Et ça marche un peu partout. Enfin non, pas un peu partout. C'est humain, c'est un réflexe humain. Oui. Si vous avez quelqu'un autour de vous, au début, que vous êtes un peu méfiante, et puis vous voyez que voilà, en fait, il va rien se passer, vous le voyez plus.
Et c'est assez magique. Et donc ça, voilà. Ah, il va faire partie du décor. Ouais, c'est ça. Là, je faisais vraiment partie du décor et ne me voyait plus du tout. Et donc là, on peut croire qu'il pose, mais pas du tout. Donc, ouais. C'est la psychologie ce que vous faites, hein, finalement, à Mais travers oui, vos moi, photos c'est l'humain. aussi. C'est Oui. l'humain. À travers la Oui. photo ou les écrits, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et c'est pour ça que je suis attiré plus par les portraits, et les gens dans leur environnement et ce qu'ils évoquent, leurs émotions Oui. et comment ils communiquent avec l'autre. Et surtout, voilà, les regards. C'est pour ça que dans les marchés, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup Oui. d'interactions. Les gens se regardent beaucoup, interagissent, parlent, crient. Voilà, c'est fascinant. Donc, et c'est ça que j'aime bien capter, c'est ça qui m'intéresse. Et encore plus dans des pays que je ne connais pas. Ça me plaît. Ah oui, voilà, ça c'est. Ouais. Ouais. Ça c'est à Londres. Et d'ailleurs cette photo, en fait, je l'ai appelée dans l'exposition Liberté intérieure, parce que ce monsieur s'était enfermé lui-même pendant une manifestation à Londres, et il était dans son petit royaume complètement enfermé et très voilà. C'était assez particulier comme contexte, mais ouais. Voilà, alors là, donc, vous partagez un petit peu toutes ces belles expériences, hein, Ouais. donc c'est 15 ans de découverte, j'ai Ouais. envie de dire, et vous êtes là pour partager toutes ces belles expériences, toutes ces belles émotions, surtout ces petites histoires qu'on peut interpréter chacun sa perception. Et un autre volet aussi, c'est le roman. Oui. Alors, vous prenez, vous immortalisez des instants et vous partagez d'autres instants à travers l'écriture. Oui, absolument. Vous êtes à votre deuxième roman? Oui, absolument. C'est ça. Il y a mon dernier roman est sorti l'an passé aux éditions Balzac. Il s'appelle Au-dessus d'Alger, seulement les étoiles. Et c'est un roman à la fois policier et d'aventure qui se passe en Algérie, mais aussi à travers le monde. Donc les deux activités sont très liées en fait. Parce que ce que je vois en photo, ce que je prends en photo, impacte ma manière d'écrire et ce que j'écris, m'inspire. Mais inversement, ce que j'écris et impacte ma manière de voir le monde et donc de prendre des photos. Donc les deux activités sont très liées. Voilà, et donc ça c'était pour le deuxième. Ouais. Et on peut le retrouver? Oui, dans toutes les librairies, oui, absolument. Donc c'est Au-dessus d'Alger, seulement les étoiles, aux éditions Barzac. Et donc, vous inspirez un petit peu des photos que vous prenez, des histoires que vous essayez d'interpréter à travers vos photos dans vos romans? Oui, parce C'est que quoi le rapport? le Il va rapport. certainement y avoir un lien. Bien sûr. Le rapport, c'est qu'il y a beaucoup de photos qui se retrouvent dans ce que j'écris, dans mes romans. D'ailleurs, les gens qui m'ont lu, quand ils sont venus à l'expo, il y a certaines photos qu'ils ont reconnues, entre guillemets. Ils disent mais oui, parce que c'est Radaya, etc. Oui, forcément, ça vient dans ce que j'écris. Mais inversement, quand j'écris quelque chose, après que je développe, ça va façonner ma manière de voir les choses et donc de prendre des photos. Donc c'est pour ça que ces deux activités sont très liées, en tout cas pour moi. Complémentaires aussi. Ouais, bien sûr. Très complémentaires. Ouais. Alors on rappelle que votre exposition est visible jusqu'au 31 Oui, décembre. absolument. C'est ça au niveau de la galerie Angart. Angart, à Garden City, Voilà. à Chiraga. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Bravo pour ce beau partage, Merci. pour ces belles émotions parce que finalement, dans quelques photos, on s'identifie, on se reconnaît, C'est on le but. s'identifie. C'est le but. Et chacun, il voit ce qu'il a envie de voir. Effectivement. Mais c'est ça qui crée des émotions, c'est de pouvoir se voir un petit peu dans certaines photos. Voilà, en tout cas, très très belle continuation à vous. Merci. On vous retrouve très vite, Inch'Allah, Merci. pour d'autres expositions, peut-être un troisième roman. Jamais 203. Oui, je suis en plein dedans là. Donc, voilà. Très bien, belle réussite à vous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Adib. Adib Benazi, donc on rappelle, vous êtes photographe, vous êtes romancier aussi. Merci à vous encore une fois. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tikjda en compagnie de Feria Hamdi qui s'intéresse donc à un événement. Il s'agit donc du Festival national du tourisme. C'est un festival qui a pour objectif déjà faire la promotion du tourisme algérien, mais aussi la sensibilisation à la protection de l'environnement. Je vais vous voir ce reportage et on se retrouve juste après. Et c'est parti pour la première édition du Festival national hivernal de tourisme, de sport, de montagne et de sensibilisation environnementale. Ce festival attire dès le début une foule nombreuse de visiteurs en quête de détente et de loisirs. On a fait appel à toutes les parties prenantes, à tous les gens, qui soient guides de montagne, qui soient guides touristiques, qui soient randonneurs, qui soient amoureux de la nature, qui viennent, qui fréquentent le Djurdjura, de venir, c'est-à-dire participer à ce concours. On a arrêté deux thématiques, la photo,
hein. Bien sûr, on a donné des critères aussi bien pour la photo que pour la vidéo. Donc ces gens-là, on veut les associer dans ce qu'on appelle donc les sciences citoyennes ou citizen sciences. Ça veut dire qu'il faut les impliquer, c'est des parties prenantes qui travaillent avec le parc pour asseoir une bonne gestion au niveau du parc du Jura. Nous sommes appelés à faire appel à tous ces gens-là pour les faire participer. Cette première a également été lancée à l'occasion de la célébration du centenaire de la pratique de sport, de la grimpe et de l'alpinisme en Algérie. La Ligue est en partenariat avec la protection civile, la direction du tourisme et l'environnement, ont organisé ce festival dans le cadre du co-développement. Parce que nous avons besoin de ces 4 partenaires pour développer et encore développer le ski et les sports de montagne en Algérie. Et je vous dis que la station où vous êtes en ce moment, elle a été créée en 1948. 1948. Et on en profite jusqu'à présent. C'est un festival pour le sport de montagne et la sensibilisation. Des activités et des concours ont été organisés durant ces 3 jours au grand bonheur des amoureux de la nature. L'endroit il est magnifique. Tigjda, donc c'est une station de ski très très connue en Algérie. Et chaque année, il y a beaucoup de randonneurs qui visitent le lieu. Et ils organisent aussi des journées, des manifestations sur le tourisme et le paysage de la région aussi. Bon. J'ai participé dans ce concours-là avec une photo d'une salamandra algéria. C'est une salamandra, c'est une espèce en voie de disparition. Elle est protégée par l'UNESCO et même l'État algérien l'a classée parmi les espèces à protéger. J'ai participé au concours organisé par le parc du Jura. Donc j'ai eu le premier prix de la photo. Le contenu de la photo, c'est un rocher avec une silhouette d'un lion. Donc un lion, un animal existant qui a disparu au Jura. Donc c'est une manière de le faire renaître. Et aussi une manière de penser que le lion, il veille aussi sur notre nature. Au cours de notre tournage, nous avons rencontré Amar, guide de montagne. Pour lui, la montagne nous fait rêver. Son univers de pics, de rocs et de glace façonné par le vent et la neige nourrit notre imaginaire. Dès la naissance, j'étais prédit pour être un montagnard. Et Kadouche a suivi cette providence et cette prédiction naturelle. Donc je suis arrivé au Djurdjura, notamment à Tigjda en 1969. Je vous raconte comment je suis arrivé. Je suis arrivé parce que j'étais dans le temps bon élève, moyennement bon élève, et le professeur m'a remarqué. Et il m'a demandé de l'accompagner en famille. Je ne sais pas si c'est parce que je le ressemblais, mais il avait un petit penchant en ma personne. Et depuis, j'ai accroché en montagne, 68. J'ai commencé par être initiateur, puis instructeur, formé par les 2 écoles, renommées mondiales, autrichienne et française. Donc, on en a profité avec l'État algérien, que je remercie de nous avoir donné cette formation. Pour notre guide de montagne, le seul mot de guide est à lui seul évocateur de toute une histoire de l'aventure humaine. Nous avons les montagnes, nous avons le désert, nous avons la mer et nous avons les forêts. Donc c'est un pays qui est très beau. Et quand je suis à l'étranger, j'ai hâte de revenir. Je vais à l'étranger par curiosité. Mais tous les moments de bonheur que j'ai passés, c'est en montagne en Algérie.
entre ses cimes enneigées et ses forêts de cèdres millénaires. Tigejda est un véritable chef-d'œuvre de la nature. Et de retour sur le plateau, effectivement, donc nous étions au niveau de Tigejda. Nous allons rester Dans les encore, parages. Dans les parages, n'est-ce pas, pas aller Samira, vous loin. l'auriez compris, Samira est là aujourd'hui. Bonjour Sam. Bonjour Nour. Ça va? Très très bien. Alhamdulillah, aujourd'hui, tu vas nous parler ce que j'ai toujours dit, celui qui a accompagné l'homme méditerranéen dans toute son évolution, finalement. Depuis le début de l'histoire. Depuis le début Peut-être de avant, on ne l'histoire. sait pas. Effectivement, on va parler de l'olivier et ce sera juste après cela, je suppose. Petite musique. L'olivier pour aujourd'hui, Oui. Samira. C'est la saison. Les gens sont en C'est la train saison, de effectivement. récolter. Et on peut récolter jusqu'à mars parce qu'il y a des variétés. Des variétés. Il y en a qui sont plus tardives. Elles ont chacune une utilité. Mais on Et une sait particularité non, aussi. chez nous, pas que chez nous, en Méditerranée. C'est en Méditerranée, effectivement. Au nord de l'Afrique. Mais chez nous, ça c'est sacré. En fait, c'est sacré pour plusieurs. En fait, pour ceux qui en cultivent, ils disent toujours que l'olivier est un membre de la famille. Un membre, absolument. Un membre de la Ou que tu famille, vois à part aller des poèmes. Oui. D'ailleurs, Mouloud Mamri, lui a dédié un poème. Je l'ai mis dans voilà, tombe la pluie dans la brume et le vent décrit. C'est ça. Hein. Il remercie la nature. Et l'olivier pour ce qu'il apporte. Parce que l'olivier, pendant pendant la colonisation française, a permis à beaucoup de familles de survivre. Quand il y avait les famines, de pouvoir récupérer des olives, quand c'était pas brûlé, hein, parce que voilà, ils arrivaient quand même à récupérer des olives et pouvoir en vivre. Ça donne de l'huile. On peut en faire plein de choses. Hein. On peut faire de la mélasse, on peut en faire voilà, et pouvoir survivre. Il y a une carte qu'on vient de voir passer. Elle situe on va dire la position, la localisation des pressoirs, de la consommation d'huile à l'époque romaine, à l'époque de la Césarée romaine. On sait que l'huile était très importante au même titre que le blé et au même titre que le vin, puisque les vignes étaient plantées aussi. Donc on a retrouvé surtout en Numidie un pressoir qui date bien avant l'arrivée des Romains en Algérie. Voilà, donc ça renseigne sur d'abord la qualité, parce qu'on retrouve des régions, ça renseigne sur la qualité de l'olive, sur l'importance de l'olive, sur la localisation. On sait qu'il y en a une qui s'appelle Sigoise. Algérie Post en a fait un timbre. C'est une huile qui est consacrée destinée plutôt principalement à la table en fait. C'est une huile de table, et celle qui est le plus, on va dire, étendue, c'est la chemlel. Voilà, on la retrouve notamment dans le Djurdjura et dans d'autres régions aussi. Alors il existe aussi d'autres, il y en a beaucoup. Hein. Dans la Soumam, il y a le bouchouk. Je ne sais pas si tu les connais. Les variétés, à peu près, il y en a une quinzaine ou peut-être Je sais qu'il plus. y a une quinzaine, peut-être un peu plus effectivement, mais toutes non. Alors, bouchouk dans la Soumam, la rougette dans la Mitidja, il y a le mlili, il y a le asrej qui est. Et là, nous sommes en train de revoir la carte. Oui. Alors, dans toute la région nord, on la retrouve partout. Mais il y a aussi des olives, enfin des oliviers dans le sud. Hein. Il y a quand même, ils sont différents. On a retrouvé aussi des traces, puisque avant c'était la savane, hein, c'était le Sahara vert. On dit que c'est un olivier sauvage. En fait, on en retrouve partout les oliviers, même sur la route, on peut en trouver. On peut retrouver dans les parcs, on peut retrouver en bas de chez nous, enfin partout. Il y a un olivier qui est très célèbre. On dit qu'il a plus de 26 siècles et bien plus. C'est celui de Saint-Augustin à Tagas qui est la terre des trésors à leur époque. Donc les gens voudraient, les habitants voudraient que cet arbre soit classé parce qu'il raconte une longue histoire. Saint-Augustin, le 4e père, fait partie des 4 pères de l'Église chrétienne. Il est, je veux dire, étudié. Il est très important et il est né chez nous. Donc voilà, et il venait sous cet arbre. On dit pour écrire, pour réfléchir, pour méditer, il était aussi rhéteur, donc il faisait des rencontres avec des étudiants. Voilà, donc il est très important.
Et donc c'est un des arbres donc, qui a permis que l'olivier soit connu. Mais sinon, on le retrouve dans les mosaïques. Ouais. On retrouve des scènes de vendange, en fait, de labour, d'agriculture. Il y en a, on peut les voir, par exemple, au musée des Antiquités à Alger. On peut les voir aussi au musée de Cherchel. Voilà, on les voit. Donc, c'est des scènes de labour et on voit l'olivier en arrière-plan des bœufs. Pour dire l'importance. Voilà, c'est de l'or en fait. Voilà. Nous, on est. Alors en Algérie, je crois, la culture s'étend sur 450 000 hectares et on va passer normalement en 2030 à 1 million d'hectares, donc de production. Hein. Donc il y a plus de, je crois, 6 millions de production sur un total de 6 millions 200. J'ai appris les chiffres, en fait, je les ai notés. Oui. C'est l'emblème, alors l'olivier, c'est aussi l'emblème du festival le festival du cinéma Amazigh. Ça a été l'emblème. Il y a eu un festival à Tlemcen récemment, organisé par Gilles Siaha. Ils l'ont dédié à l'olivier. Donc il y a eu beaucoup d'activités, des parcours dans la montagne. Enfin bref, tout pour accompagner et animer cet élément important de notre quotidien. Nous, on l'utilise pour tout. Pas que nous, mais je veux dire, on a une consommation très très importante de l'huile qu'on appelle en général zid al-qbaïl. C'est reconnu comme ça, mais parce que il y a, en Kabylie, il est vraiment précisément, c'est un art qui est sacré, on va dire. Il est très important et il est très bon. On l'utilise pour tout, pour la peau, donc la skincare, tout ce qui est soin pour le visage et même la production, je crois, des huiles essentielles. Il est essentiel, l'huile d'olive est essentielle pour ça. On l'utilise pour la cuisiner. Il est partout en fait. On l'utilise pour se soigner. Surtout. Donc il y a toutes ces variétés d'olives sont utilisées et d'huile sont utilisées pour chaque a son utilité pour chaque chose en fait, même pour les soins. On utilise aussi la vieille huile. C'est ça, il y a l'huile vierge, enfin voilà, il y a plusieurs choses. Et chaque huile, effectivement, a son utilité. Donc c'est vrai que dans les hauteurs de la Kabylie, c'est là où on trouve la meilleure huile. Et d'ailleurs, elle a été primée plusieurs fois à travers le monde. Oui. Et c'est à l'ouest algérien on trouve l'olive de table. La cigoise. Voilà, la cigoise, c'est l'olive de table, généralement. C'est celle-là. Donc, il y a aussi, nous l'avons reçu plusieurs fois, je crois que c'est monsieur Ali Lèche, qui est installé, qui a une entreprise justement de production d'huile d'olive à Djelfa. Lui a reçu de nombreux prix. D'ailleurs, je crois chaque année, il reçoit des prix. Mais sinon, l'Algérie est considérée comme l'un des plus gros producteurs au monde d'huile, même si la consommation nationale est plus importante. C'est-à-dire on consomme beaucoup de ce qu'on produit. Mais c'est pas une mauvaise chose. Après, on reconnaît que l'huile d'olive, on le prend même en goûter, avec une bonne ksara. C'est beaucoup d'énergie. On peut le prendre le matin, avec ksra, juste en trempe avec un peu de fromage fait maison aussi. Ça peut être très intéressant. Et on a un repas complet. C'est beaucoup d'énergie. On peut commencer la journée. Il y a des mamans, à chaque fois que leur enfant est malade, ils lui donnent zeytoun pour l'oreille, pour la tête, pour tout. Et il y a la tradition, quand un bébé est né, les grand-mères font passer de l'huile. En fait, elles enduisent le bébé d'huile d'olive et elles font passer un bracelet d'argent pour les filles pour qu'elles ne soient pas très, on va dire, poilues. Pour qu'elles soient... voilà. Sinon, après, les bébés, c'est pour que l'enfant puisse avoir une bonne belle squellature. C'est pour qu'il dorme bien aussi. C'est une raison pour bien dormir. Voilà. Une tradition. Oui, non, c'est ancré. C'est un ancrage millénaire, tu l'as dit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être revenu sur donc, c'est la un membre de la famille. On le rappelle, l'olivier, donc pour beaucoup de familles, c'est un membre de la famille. Il a accompagné effectivement l'homme méditerranéen durant plusieurs millénaires. Donc on ne sait pas exactement l'origine de l'olivier, mais c'est en tout cas plus de 4000 ans. Ça, on le retrouve même sur des gravures rupestres, mais pas avec certitude. On voit des branches comme ça. Il est surtout l'emblème de la Méditerranée.
c'est ce qui nous relie à l'Espagne, c'est ce qui nous relie à la Grèce, c'est ce qui nous relie à beaucoup de pays, à la Tunisie aussi. Il est emblématique. Voilà, là, il y a Karim, notre réalisateur, qui me fait rappeler une très très belle scène de Rouiched Allah yarhamou Saleh. Avec Zid Zitoun. Avec Zid Zitoun, voilà, qui يقول لهم حقرتوني غير انا اللي ما عنديش زيتون. Donc pour dire que c'est un élément identitaire, hein, carrément, oui. carrément, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup d'être revenu sur effectivement l'olive, l'olivier, l'huile d'olive. D'ailleurs, les grands-mères disent au 99 cure ou quelque chose comme ça. Bienfait thérapeutique. Voilà, bienfait thérapeutique. Merci beaucoup. Samira, nous allons nous intéresser à la technologie, puisqu'un événement très intéressant, c'est une véritable tradition depuis quelques années qui se passe ici en Algérie. Il s'agit de l'événement Algérie 2.0. C'est donc un événement technologique qui a été organisé au niveau du cyberpark de Sidi Abdallah. C'est Nawel Benjilali qui s'est intéressé dans ce reportage et on se retrouve juste après. Algeria 2.0 and Local Connect s'impose comme l'événement technologique majeur de l'année. Organisé au cyberpark de Sidi Abdallah, un rassemblement d'envergure symbolise l'ambition nationale de positionner l'Algérie comme un acteur incontournable dans la sphère technologique mondiale. Algérie 2.0, c'est un événement qui essaie de créer un pont entre le monde de l'université et le monde professionnel. Comment est-ce qu'on y arrive? C'est que 90% des activités ou des ateliers qui sont organisés pendant l'événement, c'est des ateliers techniques. C'est-à-dire le participant, il ne vient pas découvrir la façon de penser de telle personne ou tel speaker, etc. Non, il vient appliquer une technique, que ce soit sur le cloud, que ce soit sur la cybersécurité, directement pendant l'atelier. Plateforme collaborative qui réunit les écosystèmes numériques autour d'une vision commune et s'articule autour de 4 piliers fondamentaux. Forum de conférences, 2 experts, des ateliers pratiques de masterclass sur la technologie émergente, un hackathon dédié à l'agritech et enfin des espaces de networking pour connecter start-up, investisseurs et talents. Algérie 2.0, c'est aussi 5 jours de conférences et d'ateliers. Et le week-end, on organise un hackathon qui s'appelle Makers, qui traite du sujet agritech. Il aborde, c'est-à-dire on propose des problématiques aux participants. Il y a une centaine de participants qui sont coachés, formés pendant les 42 heures. Et ces jeunes essaient de trouver des solutions simples, efficaces, mais qui utilisent la technologie. Les thématiques phares abordées, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud, la data, reflétant ainsi les enjeux technologiques les plus stratégiques pour l'avenir numérique de l'Algérie. Inch'Allah, oui, je vais donner une conférence au sujet du ML simple qui marche, où je vais explorer l'impact des modèles plus simples de l'intelligence artificielle qui sont généralement ignorés en faveur de modèles plus complexes. J'aimerais bien combiner les deux domaines, le domaine de l'intelligence artificielle et le domaine de la médecine, pour aider à développer des algorithmes capables de détecter des maladies ou d'identifier par exemple des pathologies qui sont généralement plus difficiles à identifier. L'intelligence artificielle est un des sujets du jour, à savoir le côté éthique de cette nouvelle technologie qui arrivait comme un ovni il y a une poignée d'années, je veux dire au niveau public, et qui aujourd'hui prend des proportions extraordinaires. Alors face à ces proportions, il y a des questions qui se posent. Parce que l'homme, c'est la première fois de son histoire, se retrouve confronté à une technologie qui est en train de quasiment dominer toutes les sphères. Il y a des questions éthiques à se poser. Est-ce qu'on peut la considérer comme amie, ennemie? Quelle est sa place dans sa société? Comment la réguler? Est-ce qu'il va falloir mettre les moyens? Est-ce que l'État, les gouvernements doivent s'y mettre pour jalonner et encadrer le développement de cette IA? Parce que si on ne l'encadre pas, c'est elle qui va nous encadrer. Et je vous laisse deviner des catastrophes que ça peut arriver. Alors que les défis technologiques sont nombreux, Algeria 2.0 démontre que l'innovation algérienne a son rôle à jouer sur la scène internationale en rassemblant experts
entrepreneurs, investisseurs et jeunes talents. Cet événement pose la fondation d'un avenir numérique prometteur Made in Algeria. Et cet événement, nous allons en parler donc à présent, accompagné de notre invité, à savoir Monsieur Mohamed Mbarak. Vous êtes directeur général de la filiale du CERIS Navidrone. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame, et merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors, Algérie.0, c'est le rendez-vous incontournable, hein, on va dire, des technologies en Algérie. Vous êtes déjà à la 12e édition, donc un long chemin finalement qui a été tracé à travers cet événement. Alors, quel a été l'objectif principal de cette édition? La technologie va très vite. Hein. Oui. Pour cette année, c'est la 12e édition de Algérie 2.0. Donc, Algérie 2.0, c'est un événement, on va dire, c'est un carrefour pour les nouvelles technologies, pour une rencontre des jeunes avec les professionnels, on va dire, de la technologie. Cette fois-ci, on avait un thème, enfin plusieurs thèmes très importants. On a touché l'intelligence artificielle, le thème d'actualité. On a touché aussi Internet des objets, donc le IoT, tout ce qui concerne les capteurs et le traitement d'informations. On a touché aussi les DevOps, donc c'est les technologies qui touchent le déploiement et le développement de plateformes et de solutions numériques à travers des serveurs. On a touché aussi le côté marketing et on va dire la vente et la force de vente pour des entreprises. Alors, ce qui est intéressant pour cette édition, c'est un peu cette compétition que vous avez lancée à travers le hackathon, n'est-ce pas, auquel des jeunes ont pris part. Alors, parlez-nous un peu de cette initiative. Donc, le hackathon s'est déroulé sur 42 heures non-stop. 42 heures. Exactement, c'est presque 2 jours non-stop, oui. Jour et nuit. Donc c'est un ensemble, les participants ils vont se regrouper au niveau de Cyberpark de Sidi Abdallah et ils ont 42 heures pour développer un projet, le présenter à des investisseurs. Donc l'idée c'est de travailler en groupe de 2 à 5 personnes. Donc en général on fait la constitution de groupes une journée avant le début du hackathon. Et par la suite, ces groupes ils vont travailler sur des thématiques bien précises. Ce sont des thématiques que vous-même vous proposez ou c'est eux qui... Cette fois-ci, ce sont des problématiques particulières que vous proposez? Cette année, c'était autour de l'agriculture. Donc, c'était agritech. Donc, la thématique, c'était de travailler sur soit des systèmes intelligents qui vont détecter des maladies pour les plantes et l'agriculture en général. C'était en deuxième lieu le côté de transport et la logistique pour le transport des aliments et des agriculteurs. On avait aussi un troisième, ça c'est des thématiques qui rentrent dans le côté agriculture. Donc il y avait plusieurs thématiques, ils vont travailler sur ces thématiques et ils vont développer, on va dire, un prototype qui va être présenté devant les jurys. Bien sûr, ils vont être coachés par des coachs professionnels et on a aussi des mentors professionnels. C'est des gens qui sont dans le domaine de la tech et en général, c'est des directeurs d'entreprise, c'est des gens qui travaillent dans les nouvelles technologies, c'est des startups et tout ça. Voilà. Et donc, toujours pour ce hackathon, les jeunes qui participent, ils viennent de quel horizon? Alors, on a plusieurs catégories. On essaie de toucher les étudiants en premier lieu parce que c'est des gens qui sont en train de se former. On peut toucher des startups qui sont au début de leur projet. Et on peut même toucher des projets, des gens, des catégories des gens qui ont des nouvelles entreprises et qui veulent se perfectionner par rapport à cette technologie. Donc voilà. C'est ouvert plus aux jeunes donc qui veulent C'est ouvert en général à partir de 18 ans, mais on peut avoir des moins jeunes, l'âge de 15 ans, 16 ans, qui ont déjà décidé. Et j'imagine que vous êtes toujours agréablement surpris. Bien sûr.
quand on voit, on pense toujours à notre histoire, on avait 15 ans, 16 ans, on n'avait pas la chance de penser à des projets ou être coaché ou bien avec des mentors pour nous orienter sur des projets. Donc je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de chance d'être entourés par des professionnels et accompagnés surtout. Alors, c'était le thème de l'agriculture qui a été retenu pour cette année. Alors, pourquoi spécialement l'agriculture? Enfin, je pense qu'on est en phase de transition vers une Algérie numérique. Donc, l'agriculture a sa part du marché de la technologie. Donc, on parle maintenant d'agriculture de précision. Donc, l'utilisation de robots comme engins pour l'agriculture, l'utilisation de nouvelles technologies de l'information pour avoir on va dire des mesures exactes sur les récoltes, sur l'irrigation, sur la qualité des plantes. Donc, on a cette introduction de nouvelles technologies dans l'agriculture et on aimerait bien que ça soit un créneau nouveau en Algérie. On peut même parler de développement de drones ou bien d'aéronefs pour la surveillance des récoltes, la mesure, la topographie pour l'agriculture et tout ça. Donc c'est un nouveau créneau en Algérie. On aimerait bien de passer vers, on va dire pas l'industrie 4.0, mais l'agriculture 4.0. Voilà. Alors aussi, donc en marge de ce hackathon, il y a eu des rencontres, il y a eu des panels, donc plusieurs thématiques ont été évoquées, n'est-ce pas? Alors les principales thématiques qui ont été évoquées? Donc en général, c'était l'intelligence artificielle, Internet des objets, donc tout ce qui concerne les capteurs et tout ça, la prédiction, data science, le traitement de données de masse, big data, DevOps, les technologies pour le déploiement de solutions sur des serveurs, de la simulation, de l'impression 3D. Donc il y avait beaucoup de thématiques, mais le plus important, on va dire, c'était l'intelligence artificielle, donc c'est la technologie de notre ère. Voilà, c'est vraiment la technologie de notre ère. Effectivement, c'est l'outil aujourd'hui qui est un véritable assistant pour l'individu. L'intelligence artificielle maintenant devient comme une calculatrice ou bien comme les outils d'édition ou bien les outils de travail. Il y avait quelques années, on utilisait par exemple les règles pour les calculs parce qu'on n'avait pas de calculatrice. Et ensuite, la calculatrice, c'était juste pour les gens qui sont à l'université pour les calculs et tout ça. Et chaque année passe, on voit maintenant les calculatrices, ils sont introduites déjà dans les CEM et sûrement... Ça se démocratise de plus en plus. Exactement. Même le sens de l'outil, ça change avec le temps. Et maintenant, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle devient un outil de travail pour les professionnels. Effectivement, ça devient un véritable assistant pour chaque individu, particulièrement pour les décideurs. C'est vrai que ça raccourcit beaucoup de temps. À moins que enfin, c'est l'appréhension de tous aujourd'hui, pour ne pas qu'elle remplace l'intelligence humaine à un moment donné. C'est une arme à double tranche. C'est une arme à double tranchant, exactement. Effectivement. Donc, il faut savoir comment l'utiliser. Moi, je pense, parmi les gens qui poussent à utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut l'utiliser avec certains reculs. Voilà. Donc, je pense que c'est ouvert pour les professionnels, mais pas pour les novices. Donc, parce que ça devient dangereux. Ça devient dangereux, voilà. Donc déjà, entraîner le cerveau à bien réfléchir. Après, ce sera comme de véritables assistants. Exactement. Effectivement. Alors, prochain rendez-vous de Algérie 2.0, ça se prépare déjà? Oui, déjà. On a remarqué que chaque édition, on a presque maintenant une centaine d'intervenants comme speakers. On a aussi une cinquantaine d'ateliers pour les jeunes. On a aussi plein de panels. On a la participation d'anciens étudiants qui ont été formés à Algérie 2.0. Donc c'est un retour des gens qui ont été formés à Algérie 2.0 dans les premières éditions. C'est eux maintenant qui participent comme étant
coach, formateur, speaker et animateur d'atelier. Un retour sur investissement, ça. Oui, c'est un retour. Et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir ces jeunes qui essayent à leur tour d'accompagner d'autres jeunes. Le but principal, c'est de donner aux jeunes ces outils de travail, cette information. Il faut aussi noter que tout cet événement, c'est un événement qui est du bénévolat, c'est-à-dire personne n'est rémunéré, donc c'est un partage entre techniciens, professionnels et jeunes étudiants. Ah ben, bravo pour toutes ces belles initiatives. On se retrouve, Inch'Allah, pour la prochaine édition. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin, M. Mohamed Mbarak. Je vous dis très belle continuation pour les prochaines éditions et on continue, ce sera pause musicale et on se retrouve juste après. شافونا تحبينا فاتوا دخلوا بيناتنا واليوم تعادينا وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فينا وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فينا حبيبي عليا ما يدوم الحوال ما دامت القلوب نقية وانت راس مالي علاش تمشي غزالي سهرة حلالي والله كي تكون فيها وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فينا حبيبي Sur le plateau, voilà, très belle interprétation. Cette fois-ci, nous allons toujours parler de cette technologie de management de business, puisque un business game a été organisé durant la semaine de l'entrepreneuriat. La lauréate est là, son coach aussi, enseignant, est parmi nous pour en parler, à savoir M. Mourad Mounsi. Bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. Ah, vous êtes enseignant? Oui, je suis enseignant en SimSup et à Lima. Donc, comme vous l'avez dit, dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on a essayé d'organiser
comme à l'instar de toutes les universités et les instituts privés, nous avons essayé d'organiser quelque chose en relation avec la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et justement, la lauréate de ce concours est parmi nous également. Marwa Moualek, Marwa, bonjour. Bonjour, Elle est merci pour toute contente, l'invitation. Marwa. Oui. Elle est toute contente, elle est toute fière. Bon, pas vraiment, parce que deuxième place, quand même, c'était pas ce que je voulais. Oui, mais deuxième place quand même pour un concours. Après, j'imagine que c'est la première fois que vous faites ça. Non. Ah, c'est pas la première fois. Vous avez déjà une petite expérience. Oui, parce qu'à chaque fois, à l'Institut Sup, on organise ce genre d'événement. Chaque année, on fait Business Game, mais chaque année, c'est un thème différent. Donc, cette année, c'était le Smart City. J'ai participé. En fait, à chaque fois, c'est pour les troisième années, c'est pour les L3. Mais quand j'étais en première année, j'étais la présidente de BDE. Et donc, j'ai demandé à le directeur si je pouvais participer avec eux. Donc, j'ai participé la première année, deuxième année et L3. Une petite expérience, donc on vient oui, déjà voilà, avec une donc petite j'ai de l'expérience, heureusement, voilà. Alors justement, Monsieur Mounsi, le business game, donc c'est une pratique qui, j'ai envie de dire, qui est très appliquée en ce moment au niveau des universités parce que ça permet aux étudiants d'être en totale immersion donc, dans des entreprises, même si c'est virtuel. Parlez-nous un peu de cet événement. Non, juste pour vous dire, c'est pas les dernières années, on l'organise depuis 2012. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à un enseignant, c'est-à-dire que nous avons oublié M. Abdelnour Nouiri, parce qu'on le fait depuis 2011. On l'organise un CIMI, un CIMSUP depuis 2012. Donc le principe, c'est d'essayer d'initier les porteurs de projets à l'esprit entrepreneuriat et aussi c'est-à-dire les mettre dans la peau des dirigeants des entreprises. Donc Alors si vous permettez juste, je reviens à Marwa. Alors justement là c'est très intéressant, se mettre dans la peau du dirigeant. Alors c'est beaucoup de pression, prise de décision très rapide, n'est-ce pas, beaucoup de stress. Oui, un peu, oui quand même, parce qu'on a 2 jours. Juste un peu? Ben ça va. C'est pas parce que moi j'aime bien participer de ce genre de trucs, donc j'aime le stress, j'aime vraiment ça. Donc on a 2 jours pour on avait 2 jours pour réaliser ce business game, voilà. Alors le thème de cette année c'était Smart City. On devrait réaliser un truc qui fonctionne en Algérie pour la rendre une cité intelligente, voilà. Justement, le choix du thème n'était pas par hasard. C'est d'essayer, cette fois-ci, on a essayé de trouver des solutions pour des problèmes réels. Parce que juste pour vous mettre dans le bain, comme on dit. Au départ, il y avait Injaz El Jazair qui a fait un aperçu théorique sur le déroulement du jeu. Et par la suite, il y avait des coachs qui ont essayé de faire mûrir parce que avec Injaz El Jazair, ils ont fait le design thinking et le business model Canva. Par la suite, avec les coachs, on a essayé de faire mûrir des idées, mais ce n'est pas des idées ordinaires, mais beaucoup plus, c'est-à-dire des idées pour aider le citoyen dans son quotidien. Pour régler des problèmes. Pour régler des problèmes réels, tels que la gestion des queues, tels que les parkings intelligents, des poubelles intelligentes, de l'éclairage intelligent. C'est-à-dire c'est en relation avec la circulation. Donc répondre à un besoin réel. Non, parce que le slogan c'est du projet, c'est de l'idée au projet. Par la suite, on fait une vraie étude de marché, on fait un vrai plan d'action, on fait un vrai business model Canva, un vrai business plan. C'est des idées, on choisit des équipes, on fait la sélection des personnes,
C'est parce que c'est des groupes qui ne sont pas homogènes, multidisciplinaires, des gens qui ont fait du management, du marketing, de l'informatique, etc. etc. Voilà, ce sont les groupes justement pluridisciplinaires qui sont les plus productifs. Bien sûr, bien Alors, sûr. Marwa, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet justement pour lequel vous avez été primé? Oui, bien sûr. Alors, avec mon équipe, bon, est-ce que je peux c'était leur nom? Bien sûr. Alors, avec mon équipe, Mohamed Belgassem. Vous avez tous travaillé ensemble. Oui, voilà. Donc, c'est Mohamed Belgassem, Yassine Lakli, le Chérif Mahiddin. Leur profil, probablement? Bon, c'est des camarades de classe. On fait business English à l'Insimship. On est tous ensemble en classe. Et donc, on a travaillé en groupe pour réaliser une septic tank. Voilà, parce qu'on a fait en anglais. En fait, je suis beaucoup plus anglophone que francophone, donc je m'excuse si je fais des fautes. Alors, on a fait septic tank. C'est un truc qui règle pas un seul truc en Algérie, mais deux problèmes. Alors, le premier problème, c'est l'inondation. C'est un problème très grand. Par exemple, juste récemment, à Belmont-la-Daïs, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de l'inondation, et il y avait les voitures d'Aram Kamilma. Donc voilà, donc cette septic tank, ça prend la pluie et la filtrer. Et on peut le réutiliser, voilà, réutiliser l'eau. Genre, it's clean water, donc on peut le réutiliser. Donc ça règle deux problèmes, le problème de l'inondation et en plus le problème de le fait qu'il y a certaines régions qu'il n'y a pas d'eau. Donc voilà, donc on a fait ce projet, on a gagné deuxième prix. Elle n'est toujours pas contente, Marwa. Elle n'est toujours pas contente de son deuxième prix. Je m'excuse, parce que c'est psychologiquement, on appelle ça le counterfactual upward thinking. Quand on voit que les gens les au troisième place sont plus heureux que les gens les au deuxième place. Parce que les au deuxième place, c'est si seulement on a fait ça et ça, ça, le candidat en première place. Et les au troisième place, c'est heureusement Medina quatrième place. Donc je pense que c'est psychologiquement. Mais en tout cas, c'est un très très beau projet, effectivement, qui répond réellement, comme vous l'avez dit, aux besoins réels de la société. Probablement, on parlera des autres projets qui ont été sélectionnés, qui ont été proposés par les autres groupes d'étudiants. Oui, il y a eu pour la première place, c'était la gestion de queue, la gestion des réclamations. C'est des bornes au niveau de Algérie Post, au niveau des banques, au niveau de toutes les entreprises. Des institutions publiques. Réellement, c'est la digitalisation, c'est la transformation digitale. C'est-à-dire il y a eu trois logiciels, c'est-à-dire par la suite il y a eu le sommet de la pyramide, c'est la transformation digitale, c'est la création de l'écosystème entre leurs bornes, parce qu'il y a où ils installent leurs bornes, il y a des bornes, un autre logiciel, c'est des bornes qui sont déjà existantes. Il y a aussi la proximité de ces entreprises. Donc il envoie directement le client, si on peut dire ça, vers la banque où il n'y a pas la plus proche, il lui donne le nombre de personnes en attente. Qui le dévancent, voilà, en attente. Oui, en attente. Et il l'envoie directement, c'est une entreprise plus loin, s'il y a moins de monde. Il y a eu aussi un projet qui m'a vraiment aussi plu, celle que la gestion des parkings. Ma santé. Gestion oui, du c'est un gros souci. Oui, c'est un gros souci. Aussi, c'est un bon projet parce qu'il y a eu toute une transformation digitale, il y a beaucoup de technologies, il t'envoie vers dès qu'une place se libère, il t'envoie vers le parking le plus proche. Il y a eu beaucoup de projets, il y a eu celui de la santé, il y a eu un projet malheureusement qui n'a pas été présenté, c'est carrément un hôpital mobile, c'est une clinique mobile, et avec plein d'intelligence artificielle, plein de
de transformation digitale. Sincèrement, cette fois-ci, j'étais agréablement surpris. Oui, oui, très content parce que, un, c'est mes étudiants, deux, c'est une fierté pour vous, ça. Oui, oui, parce que contrairement, je vous dis, madame, on le fait depuis 10 années, on le fait depuis plus de 10 ans. Mais c'est la première fois où les jurys, heureusement que je n'étais pas membre du jury. Vous auriez donné des prix à tout le monde. Heureusement. Vous auriez donné le premier prix à tout le monde. Alors justement, Monsieur Mounsi, là, on va juste clôturer sur cette question. Là, vous l'avez si bien dit, donc on le voit à travers Marwa, à travers les projets desquels vous avez parlé. Ce sont des projets qui répondent à de vrais besoins, mais des besoins urgents de la société. Et là, c'est beaucoup de génie qu'on voit de la part de... oui, c'est la vérité qu'on voit de la part des étudiants. Alors, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est comment peut-on transformer ces idées-là en véritables projets et vraiment voir avec les institutions pour les concrétiser sur terrain. J'imagine que Marwa voudrait bien voir ces projets sur terrain. Voilà, on clôture sur ça, s'il vous plaît. Voilà la bonne question. Donc, il y a les incubateurs, un peu partout dans les universités, il y a les incubateurs privés, il y a les incubateurs. D'ailleurs, si le projet, si je peux parler au nom de NSIM Sup et au nom de l'IMA et du groupe NSIM, sont en train de préparer le projet justement. Cette fois-ci, d'ailleurs, je l'ai dit au départ, c'est-à-dire il y a eu un invité d'honneur qui est la Trust Bank. Au passage, je remercie M. Djebbar Boualam, DG de la banque, qui a promis de financer les projets parce que dans le thinking, dans l'idée, c'est-à-dire quand on valide une idée, on voit la faisabilité et la viabilité de l'idée. Donc, c'est des projets bien ficelés où la banque est prête à les financer et aussi d'intégrer c'est-à-dire pour bien cerner le projet, ils doivent intégrer des incubateurs. Et on est à l'INSIM, on est avec les étudiants, on les aide, on fait mûrir leurs idées. Alors, Marwa, la balle est dans votre camp. N'est-ce pas? Inch'Allah. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Félicitations encore une fois pour cette belle distinction. Je suppose que le plus important aujourd'hui, c'est pas être première ou deuxième ou troisième place. Bon, on a organisé la deuxième semestre. On va refaire le business game. Moi, je pense Marwa, que la chose la plus importante, c'est que vous arrivez à comprendre les besoins de la société. Et je pense que ça ne vaut aucun prix. En tout cas, félicitations. Marwa, monsieur, très rapidement, parce qu'on doit clôturer. Juste pour rendre hommage à un enseignant qui nous a quitté, M. Rachid Boudjema, qui nous a toujours soutenu, et ça depuis 2010. Je tiens à lui rendre un vibrant hommage. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, très belle continuation à vous et beaucoup de succès, Inch'Allah. Voilà, donc nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, ça va être une jolie balade qu'on vous propose au sud de l'Algérie à travers ces belles images. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, donc, nous allons parler d'un événement ou d'un rendez-vous qui va se dérouler cet après-midi à partir de 14h. Ça va se passer au niveau de la Villa Boucline. Il s'agit d'un vernissage, mais plutôt un événement compétitif, un vernissage, remise des prix. Il s'agit de la 4e édition donc, du concours national Techno-Art, et cette fois-ci, il est placé sous le thème donc, de dictons, proverbes populaires algériens. Nous en parlons ce matin en compagnie de nos invités, à savoir Monsieur Jaber Ba'mara. Bonjour, marhaba bik. Alors vous êtes j'allais dire membre de la Fondation Moufti Zakaria, je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça. Je le suis. Vous l'êtes, voilà, vous l'êtes directeur marketing de Techno. Voilà, directeur marketing au niveau de Techno. Parmi nous également Monsieur Mustafa Mohamed Garziz. Bonjour, marhaba bik. Et vous êtes donc président du jury. Oui. Et parmi nous également Monsieur Brahim Babassa, marhaba bik. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc directeur commercial de la filière des Beaux-Arts. Oui. Voilà, alors je commence par vous, Monsieur Ba'mara. Donc cette fois-ci, ça va être le vernissage ou le concours. Il est placé sous le thème donc dictons et proverbes algériens. Alors j'imagine que l'objectif principal serait la promotion probablement de ce patrimoine immatériel. Bien sûr, c'est la promotion de l'art en Algérie. Techno, comme vous le savez, a mis le développement des arts dont, parmi ses axes stratégiques de développement stratégique, puisqu'on est fournisseur des principal des artistes en Algérie. On a instauré ce concours, comme vous l'avez dit, c'est la 4e édition. Cette édition est sous le thème des dictons et proverbes algériens pour la promotion de ces dictons, de ce proverbe. On a, avec les jurys, on a choisi ce thème pour un peu les dictons. Avec les jeux talents, comme vous savez, le concours est orienté vers les artistes entre 18 et 40 ans. Oui. L'année passée, on l'a mis sur le thème c'était le mythe. Les mythes et contes algériens. C'était vraiment une chance pour les artistes de s'exprimer et de mettre en valeur ces contes et mythes. Inch'Allah, on va découvrir les dictons et proverbes à travers l'étoile des jeunes artistes algériens. Alors justement, Monsieur Garziz, vous êtes président du jury. Alors la responsabilité est un petit peu lourde, hein, j'ai envie de dire, sur le dos des participants, parce que ça reste un patrimoine qu'on doit préserver. Et là, on va voir un petit peu tout le talent qu'ils ont, et ils en ont, j'imagine, pour finalement représenter tous ces proverbes à travers leur toile. Alors, quelles sont un petit peu vos attentes? Franchement, quand on a vu déjà les résultats, quand on a vu les images, les visuels des artistes participants, on était très fiers. Après ma voix, parce que les jeunes ont compris le message. Oui. Donc, c'est un double objectif. Il y a la création, certes, mais il y a aussi cette sauvegarde du patrimoine immatériel que l'Algérie a ratifié la Convention de 2003 en 2004. Moins d'un an après l'apparition de la Convention, l'Algérie l'a ratifiée parce qu'elle est très importante et on assiste actuellement à une guerre culturelle en quelque sorte. Donc que chacun
chaque pays doit préserver sa culture, doit préserver ses acquis culturels et historiques. Voilà. Et justement, pour développer toute cette culture, pour développer l'art et encourager surtout ces jeunes, Monsieur Babassa, vous êtes là afin de les accompagner, n'est-ce pas, à travers cette direction commerciale, donc filière des Beaux-Arts, afin de les accompagner et surtout les encourager. Aujourd'hui, ils ont un esprit très très créatif et très imaginaire, et pour ça, ils ont vraiment besoin de matériel pour ça. Exactement, exactement. De toute façon, cette approche de concours a un objectif fondamental, c'est d'encourager les jeunes artistes. C'est pour ça qu'on a eu le choix de faire ce concours entre tranche d'âge 18 et 40 ans et donner la chance à ces jeunes artistes talentueux de rimer sur la scène artistique algérienne et pourquoi pas mondiale dans le futur proche. Pourquoi pas, oui. Exactement. Et comme il a évoqué M. Mostafa, on a vraiment eu de belles œuvres de ce concours, ou bien des 3 aussi éditions précédentes, lesquelles on a eu déjà plus de 250 participants, dont 174 œuvres qui respectent en quelque sorte les conditions. 174 œuvres. Œuvres, exactement, qui respectent les conditions, parce que le concours, il y a des conditions de dimension de toile et la thématique. Donc, et tout le monde était surpris par rapport à la qualité. L'authenticité de... Exactement. Donc, on était vraiment surpris par rapport à la qualité des œuvres des artistes. Donc, et on essaye toujours d'accompagner ces artistes avec le matériel nécessaire, chose on prend à notre charge que l'artiste trouve son matériel disponible à tout moment au niveau du marché. Voilà. Voilà, et justement, le rendez-vous est pris pour cet après-midi à partir de 14h, on a dit, au niveau de la villa Boulkine. Alors, le déroulement, Monsieur Barmara, ça va se passer comment? Le déroulement, permettons de revenir un peu en arrière pour donner la chronologie du concours. Le concours, on l'a lancé, c'était en 2022. Non, début cette année. Cette année, c'était le 1er octobre. 1er octobre, du 1er octobre au 15 novembre. On a lancé l'appel à la candidature pour les jeunes artistes. Après, c'était quand on a siégé. Le 15, c'était du 18 au 22. 18 ou 22 de délibération, novembre. Les jurys ont délibéré, on reçoit une photo numérique de l'œuvre. Les jurys, ils ont choisi les 12 toiles. Alors, je reviens à la chronologie, mais par contre, je voudrais donner la parole au jury. Ah, d'accord. C'était difficile. Je me mets à votre place. Ouais, c'était très très difficile, surtout on se retrouve avec 170 visuels. 170 visuels quand même, c'était pas une mince affaire. 12. Voilà, donc pour sélectionner 12, donc comment on a procédé pour qu'on ne s'influence pas les uns les autres. Donc chacun reçoit un fichier anonyme, donc juste un chiffre, donc juste un chiffre sur l'œuvre, et chacun de nous fait quand même pas 12 mais une vingtaine. Donc une vingtaine de sélections de 1 à 20. Non, une présélection. Une présélection. Voilà. Puis on a siégé. Donc, et là, on a affiché les œuvres et donc on s'est mis d'accord collégialement sur les 12 premiers, puis sur les 3 lauréats. Et c'était sur quelle base des critères? Alors, les critères c'est normal. C'est l'originalité, l'aspect technique et l'aspect artistique. Voilà, donc, et surtout la correspondance au thème. Oui. Parce que si une belle œuvre, elle est là, mais elle ne correspond pas au thème, proverbe et dicton, parce qu'on a demandé aussi aux candidats d'accompagner leurs visuels, leurs œuvres, par un petit paragraphe qui parle du proverbe choisi. D'accord. Voilà, pour qu'on voit la correspondance. La correspondance. Et on a choisi selon ces critères-là. Voilà, donc délibération faite et ensuite. Et la dernière, c'était la confrontation entre la réception des toiles physiques. Oui. Parce que quand on reçoit physiquement les toiles, les jurys, ils ont leur mot à dire sur. Bien sûr. On peut citer l'exemple d'une toile qui a été éliminée parce qu'elle n'a pas respecté les dimensions. Le format, à 10 cm près. Ouais. Et c'était parmi les lauréats.
Malheureusement. Ça c'est dur. C'est dur, effectivement. Et on arrive aujourd'hui au vernissage. Le vernissage, exactement, aujourd'hui, c'est à la ville de Boulkine. Justement, c'est l'occasion de remercier le ministère de la Culture et des Arts à travers l'ARC, l'Agence nationale algérienne pour le rayonnement culturel, pour mettre à notre disposition la villa Boulkine, cette villa historique, pour héberger ce vernissage aujourd'hui. Le vernissage va se passer aujourd'hui à partir de 14h. On va accueillir nos invités. Et il y aura un rappel sur les trois dernières éditions. Puis, bien sûr, le mot du jury, ils vont expliquer, comme l'a fait M. Galzi, sur le déroulement de la sélection. On passe directement à la délibération et la remise du prix. À la fin, il y aura bien sûr la visite des galeries pour voir les 12 œuvres sélectionnées. Donc, ce sera les 12 œuvres seulement qui seront exposées. Voilà, donc pas toutes les œuvres. Les 170, c'est énorme. C'est énorme. Alors justement, parce qu'on a dit, c'est un peu très difficile pour vous en tant que jury, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de créativité qui se dégage. Alors pour les lauréats, on connaît un petit peu leur sort. Pour ceux qui ne le sont pas, finalement, qu'est-ce qui va se passer par les suites? Est-ce qu'ils vont avoir l'occasion probablement pour exposer leur toile prochainement, ou ils vont reparticiper probablement aux prochaines éditions? Là, c'est un projet peut-être qu'on est en train de réfléchir pour la 5e édition. Pour l'année prochaine, la 5e édition, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus grandiose. Ce sera peut-être sélectionné. On ne peut pas inviter tout le monde, parce qu'il y a plus de 100 toiles par édition. Par édition, donc on est à peu de 400. Peut-être de sélectionner les meilleurs et de faire quelque chose, un vernissage un peu grandiose, Inch'Allah, pour un peu toujours dans l'esprit d'amélioration continue de notre événement. Et c'est un peu votre objectif, M. Babassa, à travers cette filière des Beaux-Arts, encore une fois, c'est d'encourager ces jeunes à ne pas baisser les bras, n'est-ce pas? Bien sûr. À chaque fois, on a eu beaucoup d'occasions d'en parler avec les artistes, les jeunes artistes aussi. Et en réalité, ils aiment ce genre de concours parce que ça leur motive déjà d'aller au-delà de leur création et de tester leur créativité en quelque sorte. Et on encourage ces jeunes artistes avec des catalogues qui leur aident, parce que c'est l'identité du catalogue. Voilà, c'était de l'année dernière, exactement. C'est l'identité de l'artiste, soit sur le marché national ou bien international, bien sûr. Et ces catalogues, nous aussi, on essaye de remettre à des entreprises, soit privées ou étatiques, pour promouvoir toujours les noms de ces jeunes, et aussi au niveau de l'international lors de nos relations commerciales à l'étranger. Voilà, ça c'est magnifique, donc ça ouvre les voies aussi aux jeunes. Alors justement, monsieur Garziz, vous déjà qui êtes artiste, vous êtes aussi enseignant au niveau des Beaux-Arts, j'imagine que vous êtes très exigeant sur le travail lui-même, mais j'imagine que aussi parmi ces participants, il y a beaucoup d'autodidactes. Oui, tout à fait. Et ils sont impressionnants aussi. Donc le concours est ouvert à tous les artistes, à tous les talentueux, entre 18 et 40 ans. Donc beaux-artistes ou autodidactes, donc la voie est ouverte, et il n'y a que le travail qui prime. Voilà, il n'y a que le travail qui prime. Voilà. Et nous, on fait vraiment abstraction parce qu'on ne connaît pas. À la base, on ne connaît pas les noms des candidats. Voilà, c'est anonyme. Donc, on choisit selon la qualité du travail. Et puis on le dit toujours, l'art reste ce langage international. N'est-ce pas, ce langage de l'humanité universel, international, effectivement. En tout cas, on rappelle le rendez-vous pris pour cet après-midi, 14h, au niveau de la Villa Boulkine. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour l'invitation. Allez-y. Je veux juste rajouter un petit mot, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Techno, ce n'est pas que ce concours. Oui. Parce qu'ils sont sollicités un peu partout, par plein de gens, et ils disent toujours oui. Donc, ils aident. Je donne juste à titre d'exemple, j'étais le directeur artistique du Festival international d'art contemporain qui s'est passé récemment, l'IFCA, et on a sollicité Techno et ils nous ont
aidé et ils nous ont répondu présent. Voilà, ils répondent toujours présent et un grand merci pour eux. يعطيكم الصحة. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle continuation. Inch'Allah, à la 5e édition. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouvez exceptionnellement demain mon ami Mounir Laaraj qui va vous accompagner à partir de 8h. Pour ma part, ce sera le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir. دريسة تاع البيت درت الريحة واستكيت قمت البابا نقضي الصلاة